Les Eagles, on enchaîne. Donc les Eagles sont attendus tranquillement. Ils sont passés un bon trade avec les Dallas Cowboys, justement, pour monter. Et du coup, ils choisissent tout simplement Mackay Lemon, qui est descendu jusque-là, wide receiver de USC, au choix numéro 20. Ensuite, ils prennent Ellis Tower, pardon, le tight end, au round 2. Au round 3, ils prennent Markel Bell, le gigantesque offensive tackle de Miami. Au round 5, il prend Cole Payton, le quarterback. Au round 6, ils prennent Mika Morris, Naze. l'offensive guard. De quoi? Oh, il est naze. Mais coupe pas à ce moment-là, Lox. Réagis après. Putain, je crois que j'avais dit de bêtises. Là, par contre, au round 7, excusez-moi je vais écorcher son nom. Cole Winicieski, l'avant-centre de la Pologne. Ils ont drafté aussi au round 7 Huard Bernard. Donc ça, c'est... je ne sais plus comment on appelle ça. Quelqu'un peut m'aider, c'est le pic... NFL Passway. Ouais, NFL NFL Passway. Passway. Voilà, NFL Passway. Un Nigérian, je crois, si je ne me trompe pas, qui C'est ça, oui. a les tests Ouais, athlétiques à Nigérian. 10 sur 10, je crois. Il a le RAS est max, quoi. On ne peut pas faire mieux, je crois. Un truc comme ça. Et Keshawn James Newby, le Edge, au dernier pic. Qui veut prendre la parole en premier sur les Eagles, messieurs? Alors, il y a eu un consensus quand même au niveau du Futures Media. Il y en a pas mal qui ont mis A. Il y en a pas mal qui ont mis B. Donc, c'est pour ça qu'on est sur B beaucoup aussi. Et il y en a un qui a mis C. Alors, celui qui a mis C, c'est Ryan. Ryan, tu as mis C pour les Eagles. Tu commences. Vas-y, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Mais Ouais, écoute, vas-y. pas de problème. Carotide direct. Non, pas juste un petit coup de moins bien par rapport aux autres années. Je trouve, à mon sens, écoute, déjà, je pense que le pic de Mackay Lemon, c'est excellent. Alors oui, effectivement, il y a une différence de, de gabarit et de profil. On sait que c'est pour pallier au départ de AJ Brown qui se profile là dans les semaines ou les mois à venir. Maintenant, tu récupères quand même l'un des top 3 receveurs de cette draft. On en parle beaucoup de cette draft qui manquait de top talent. Pour moi, le poste de receveur n'en faisait pas partie. C'était justement une des positions où il fallait aller chercher un top talent. Et Mackay Lemon en fait partie. Ensuite, on ne va pas rentrer dans les détails. Ça, je pourrais vous le dire en privé de pourquoi, à mon sens, même si le profil est différent, ça risque pas trop de déranger les Eagles. Il faut aussi prendre en compte la free agency qu'ils ont fait et qui est excellente. Donc sur le pic de Mackay Lemon, il n'y a aucun souci. Surtout qu'en plus, ils mettent une petite carotte en passant aux Cowboys. On en reparlera d'ailleurs des Cowboys, mais il faut quand même être sacrément golemon pour aller renforcer un de tes rivaux de division. Maintenant, directement avec le choix numéro 2 d'Eli Towers, écoute, moi je suis tombé de ma chaise parce que c'est vraiment le genre de truc que je vois pas souvent avec Howie Roseman. Eli Towers, il faut savoir que moi c'est un joueur que j'aime beaucoup et malgré toutes les limitations et tout qu'il peut avoir et le fait que je l'aime beaucoup, moi personnellement je l'avais au grand maximum en tant que 3e tour. Donc déjà on est sur un gros reach. Eli Towers, il a beaucoup de soucis qui me font dire qu'en NFL ça risque d'être très très compliqué. Je ne sais pas ce qu'ils vont en faire. S'ils comptent le laisser au poste de tight end, je ne trouve pas qu'il y ait une value qui soit excellente. S'ils comptent le faire passer en receveur, il y a des gros soucis en termes de route running, de capacité à se libérer. Donc j'ai du mal à le voir prendre potentiellement la place d'un AJ Brown dans leur système. J'ai beaucoup de mal, donc il va falloir voir. Je pense qu'on est sur un joueur qui va devoir être développé pendant quelques années. Alors ça, Roseman a montré qu'il savait le faire. Mais même avec plusieurs années de développement, j'ai beaucoup de mal et encore plus avec le reach que ça représente. Ensuite, on passe d'un pic que j'ai trouvé très mauvais à un pic qui est très bon, qui est celui de Markel Bell. Pour moi, là, ça fait clairement énormément de sens. On est sur exactement le genre de projet qu'adore Howie Roseman. C'est un colosse. Physiquement, il est impressionnant. Autre chose que j'aime beaucoup, c'est qu'il est très jeune. Les gens ont tendance à l'oublier. C'est un joueur de 21 ans, Markel Bell. Donc, c'est très clairement un projet. L'autre chose que j'aime beaucoup, c'est qu'au niveau du gabarit, les Eagles ont déjà Jordan Mailata dans leur effectif. Donc, je pense qu'il y a vraiment pire pour apprendre que de te mettre dans la roue d'un joueur comme Mailata. Et je trouve que c'est intelligent, puisqu'on sait qu'ils sont en train de prévoir le départ à la retraite de Lane Johnson. Donc, prendre ce mec-là en avance, le faire bosser un petit peu derrière un Jordan Mailata et ensuite voir
s'il est capable de justement prendre une place de titulaire, chose que je pense être très claire chez Markel Bell, bah pour moi, ça en fait un choix excellent. Ensuite, on a le choix de Cole Payton, où là, pour le coup, j'ai un petit point d'interrogation, hein, je ne l'ai pas assez vu. Donc, à voir vraiment. Je ne juge pas trop ce choix-là, étant donné que je ne l'ai pas vu. Derrière, au 6e tour, on a le choix de Micah Morris. Alors, Lox t'a dit pendant ton introduction que c'était une gazmère, il n'a pas tort. On est sur un gabarit qui est excellent, on est sur une note PFF qui est excellente. Tu regardes ses stats avancées, elles sont terrifiantes, et tu te dis, mais comment ce mec-là a pu atterrir au 6e tour? Bah, parce que tout simplement, il est nul à chier. Il a un footwork catastrophique. C'est un éléphant, et encore, c'est manquer de respect à l'agilité d'un éléphant. Il ne bouge pas, il est lent, il n'est pas spécialement puissant, il est fainéant au possible. Donc, pour moi, c'est vraiment un choix what the fuck, parce que vraiment, mais ça correspond pas du tout, du tout, du tout avec les drafts que nous fait d'habitude Howie Roseman. C'est l'interrogation la plus complète, là, Micah Morris. Donc à voir, hein. Encore une fois, c'est un joueur qui est jeune, qui va pouvoir se développer, qui sort d'une école que Roseman aime bien. Si tu regardes son RAS, son gabarit, tu te dis ouais, bah ouais, ok, je vois le potentiel, mais en fait, il y a tellement de choses à travailler chez lui que vraiment, je sais pas s'il jouera un jour un snap avec les Eagles. Ensuite, on a le choix de Cole Wisniewski, le safety de Texas Tech. Moi, j'aime bien. Je trouve qu'au 7e tour, la value est bonne, mais j'étais quand même étonné de le voir sortir. Faut savoir que c'est un gros box safety, c'est un safety qui cogne. Tu vois, on faisait la blague il y a quelques années avec TTP, mais Wisniewski, c'est vraiment ça. Pour le coup, vous n'êtes pas plus mal tombé qu'avec Wisniewski. Si vous cherchez un box safety, il sera parfait dans ce rôle-là, mais il a des vraies limitations. Je disais sur l'épisode avec Valentin que j'ai fait sur les notations de draft que Cole Wisniewski, ça aurait été une star dans les années 2000. Maintenant, on demande quand même autre chose à un safety. Donc à voir s'il sera capable de prendre une place ou pas, mais au grand minimum, il aura un rôle, je pense, en special team, parce qu'il en a les capacités. Ensuite, il y a le choix d'Ouar Bernard. Alors, au risque d'étonner certaines personnes, c'est pas un pic sur lequel j'ai mis une mauvaise note. Je vois le délire de prendre ce genre de potentiel athlétique, mais où il y a vraiment tout à faire. Pour moi, au 7e tour, c'est le moment où tu peux te permettre ce genre de pari, parce que tu as un vrai potentiel retour sur investissement. Bernard, c'est très clairement un low risk, high reward, c'est-à-dire que si ça fonctionne pas, tu as dépensé un 7e tour dessus, il y a vraiment pire. Par contre, si ça marche, ça peut marcher très très fort. Le seul défaut que j'ai avec ce pic-là, c'est que moi, ça me fait un peu chier de voir des mecs qui n'ont jamais mis un pied sur un terrain être draftés devant des mecs qui s'arrachent le cul en fait sur le terrain depuis des années et des années pour justement avoir cette chance. Mais ça, c'est encore un autre problème. Ça n'a rien à voir avec Bernard ou avec les Eagles. C'est plus global. C'est la façon dont fonctionnent un petit peu les sports US. Mais donc, je le reproche ni aux Eagles ni aux joueurs. Tu vois, lui, au contraire, si tu peux avoir une grande carrière, kiffe mon pote, tu vois. C'est juste moi personnellement. Et ensuite, il y a Keyshawn James Newby où, pareil, j'ai pas vu assez de tape, donc j'ai laissé un point d'interrogation. Mais écoute, moi, j'ai trouvé que la draft, finalement, elle était assez bof, quoi. J'ai vraiment 2 choix que j'ai notés dans les A. Donc, j'ai Mackay Lemon sur qui j'ai pu mettre un A+, et Markel Bell sur qui j'ai mis un A. Et ensuite, c'est quasiment que du C ou du D, quoi. C'est vraiment pas une bonne draft. Le pick d'Eli Stowers, j'aurais pu encore l'accepter parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont trade en même temps pour Jonathan Greenard. Maintenant, si je dois juger que leur draft et pas les à côté, bah, le pick en lui-même d'Eli Stowers, je trouve que ça pue la merde, surtout sur une classe de tight end qui est vraiment bonne, sur qui tu avais beaucoup plus de choix possibles à faire plus tard. Franchement, j'ai pas kiffé. J'ai vraiment pas kiffé. Roseman nous a habitués à bien mieux, en fait. Fais attention, t'es muté, Ouais, Joe. moi j'avais hésité entre le C et le B. Est-ce qu'il sauve la draft? Bah, c'est le début, on va dire. C'est Mackay Lemon, Markel Bell, voilà, ça me sauve un peu. Et puis Vigneski, voilà, allez, je me dis ça. Bon, allez, ça sauve un peu la draft, mais encore c'est au round 7. Mais j'ai mis B, mais ouais, j'étais C plus ou B moins. Par contre, voilà, pour la petite histoire, Mackay Lemon, il le pique au dernier moment parce que Mackay Lemon est au téléphone avec les Steelers. Et l'agent pour la petite histoire, l'agent de Mackay Lemon court vers lui et donne son téléphone parce que les Eagles sont en train de trade pour monter pour aller le chercher, quoi. L'histoire est un peu folle. Et les Steelers se sont fait piquer chez eux
à leur draft à domicile le receveur qu'ils voulaient. C'est assez dingue à voir, quoi. C'est assez ouf, quoi. Ça, c'est ouf, Bah non, mais mais tu peux remercier les Cowboys. ouais, C'est et voilà, c'est les ça, ouais, c'est tocards. ça. C'est ça. Bref, voilà pour la petite histoire. Donc moi, voilà, j'ai donné un peu pourquoi j'avais pas tout à fait missé, mais c'est pas une draft qui m'emballe. Voilà, il y a vraiment Mackay Lemon, Markel Bell. Espérons que Cole Payton il fasse pas l'histoire Jalen Hurts à Jalen Hurts avec ce qui s'était passé avec Carson Wentz. Bon, c'était pas la même échelle hein, parce qu'il est drafté beaucoup plus haut, Jalen Hurts, mais voilà. Bref, et je crois que c'est parce que aussi leur QB2, il est un peu monnayable, je crois, et du coup, ça permet peut-être de le trade aussi et de récupérer des tours de draft. C'était pour ça qu'il draft Peut-être. Cole Payton. Je sais pas, mais voilà, c'est pas un choix hyper attractif. Quand je vois B+ et B+, on est à la limite du A. Ouais, c'est ça, moi vraiment, c'est pour ça. J'ai mis un C ouais. et je suis gentil, hein. C'est parce que j'ai pas vu les tapes de Cole Payton ou de Keyshawn James Newby, parce que ça aurait pu être bien pire que ça. Et vraiment, tu vois, sur certaines équipes, on dit qu'il y a des délits de sale gueule sur les notations ou la façon dont sont review les effectifs. Là, je suis désolé, un B+ pour cette draft-là, c'est parce que les Eagles nous ont habitués à bien mieux et qu'en fait, les gens se disent qu'il y a des bons choix. Je suis persuadé qu'il y a des gens qui ne connaissent pas la moitié des joueurs qui ont été pick, mais qui se disent ouais, c'est les Eagles, donc ouais, si, ça remplit des mids, tu vois, et du coup, ils te surnotent. Mais la draft est pas ouf, hein. Je pense que Huard Bernard et Markel Bell, ils sont surcotés parce que c'est des gros gabarits, des gros potentiels, et qu'on a l'habitude aux Eagles, avec Mailata et tout, d'avoir développé des gros potentiels un peu par la suite. C'est peut-être aussi ça que les gens ont sauvé leur draft. Je sais pas. On va donner la parole à Nat, parce qu'on a pas mal monopolisé la parole. Nat, on te laisse rebondir sur toi. Je sais plus ce que tu as mis quelle note, toi? Je sais plus, mais je crois que j'avais mis une Je plutôt vais aller bonne note. vérifier. Vas-y, je vais aller vérifier. Ouais. Vas-y. J'ai bien aimé ton analyse, Ryan. Après, je suis pas hyper d'accord sur certains points. Par exemple, sur les Last Towers, je pense qu'il y a un élément aussi qu'on nous on n'a pas en tant que fan ou même quand tu fais du scouting ou tu fais de la vidéo pour analyser un joueur. C'est toute la partie en interne quand ils font les rencontres avec les GM, avec les coachs et tout. Et pour LS Towers, c'est un profil, je pense, qui a pu plaire parce que c'est un ancien QB qui était à Texas A&M. Donc, je pense qu'en termes de capacité à emmagasiner des concepts et ce genre de choses, je pense qu'il l'a. Et en plus d'être un peu le meilleur ami du QB, savoir se poser sur ses tracés, sur certaines zones, connaître les petites, les micro-détails sur son poste et comment aussi lire une défense adverse. Je pense qu'il a la capacité à le faire. Et je pense qu'il y a un upside aussi à aller chercher là-dessus, au-delà du talent purement athlétique et physique qu'il est. Après, je suis assez d'accord. Je pense qu'il y a des nuances qu'il doit apporter à son jeu et même des aspects qu'il maîtrise pas encore. Mais ça me choque pas tant que ça qu'il soit pique à ce niveau-là. Et je pense qu'apprendre derrière un Dallas Goedert, ça peut lui faire pas mal vu l'utilisation de Dallas Goedert chez les Eagles, qui est un peu utilisé comme un pion d'échec un peu partout. Donc là-dessus, je pense qu'il a savoir s'il peut apprendre derrière et ça peut être la relève pour après. Mackay Lemon, c'est clairement mon receveur préféré de la QV. Je trouve que c'est un A+ comme choix. Je vais pas être très original là-dessus, mais je trouve que c'est pas un slot only comme receveur. C'est vraiment, il peut jouer sur toute la formation, il peut jouer Z, X. Il est extrêmement physique, je trouve aussi par rapport à sa taille. On pourrait pas croire forcément ça, mais il est plutôt physique aussi. Il arrive aussi à faire des catchs contestés par rapport à sa taille, c'est aussi assez, je trouve, impressionnant. Donc pour moi, le trade-up plus le choix du joueur, c'est un A+ direct. Markel Bell, très bon choix, pareil pour apprendre derrière un Mailata. Et je voulais revenir aussi par rapport à Mailata, c'était aussi un joueur du NFL Pathway Programme, qui a joué aucun snap de football américain, qui faisait du rugby. Et s'il y a une équipe sur laquelle, après évidemment que c'était une histoire unique et c'est aussi un profil unique, et ça c'est pas censé se répéter tout le temps, c'est pas forcément aussi évident que ça, mais qui atterrissent dans cette équipe-là, War Bernard, je suis un peu plus rassuré que si ça avait été une autre équipe, étant donné qu'ils ont déjà réussi à développer un talent comme Mailata. Donc ça fait quand même, pour moi, je trouve que c'est une plus-value par rapport à l'équipe en se disant ils savent le faire, ils savent développer ce genre de talent. Pour Cole Wineski, je le connais pas hyper des masses, mais par rapport à ce que tu disais, profil strong safety, ils avaient déjà un joueur comme ça avec Reed Blankenship.
qui est parti chez les Texans. Donc, je vois la logique d'aller chercher au 7e tour. Donc, c'est pas non plus c'est pas voilà, un énorme risque ni un pic hyper élevé. Mais si ça marche, ça peut rentrer dans la rotation. Et comme tu l'as dit aussi, ça peut être un joueur de special team. Donc, je trouve que c'est un joueur là-dessus, le choix est logique et le range est logique. Après, le reste, ouais, je n'ai pas grand-chose à dire, mais je trouve que c'est plutôt pour déjà les 3 premiers et pour le risque reward avec Power Bernard, je trouve que c'est plutôt une bonne draft. Ryan, vas-y, tu voulais rebondir, Ryan, vas-y. Non, juste par rapport au délire de Reed Blankenship, c'est pas toi, hein, mais là, sur juste la petite comparaison de profil, faut quand même doser, tu vois. Reed Blankenship à l'époque avec Val, on le voyait vraiment très très haut. Il était beaucoup plus rapide, beaucoup plus athlétique. Il avait une meilleure lecture. Il pouvait faire beaucoup plus de choses qu'un Cole Wisniewski, tu vois. Je crois qu'à l'époque, on avait Blankenship dans notre tier 2 ou 3, je crois, des safety, alors que Wisniewski, il vient vraiment plus tard, tu vois. C'est juste Après, la petite précision. oui, après, je dis pas que ça sera un Reed Blankenship. Je dis juste qu'en termes de profil, ça se rapproche plus d'un Reed Blankenship qu'ils ont perdu. En plus, Reed Blankenship, c'est un undrafted, hein. Genre, après, oui, je suis d'accord, peut-être qu'il avait, il avait t'as fait les tapes, donc tu sauras trouver des qualités que, voilà, moi je sais pas. Mais je veux dire, c'est que il avait quand même des lacunes pour ne pas avoir été drafté. Mais juste en termes de profil physique et ce qu'il a apporté dès son année rookie, on va dire, et après son année 2, je trouve que c'est un peu similaire avec un Cole qui peut apporter au début la même chose, quitte après à étendre son jeu. Si ça marche, tant mieux. Sinon, bah après, tu draftes un autre joueur. Mais je pense que c'est en termes de profil de base, ça se ressemble un peu. En sachant que safety est un de leurs needs prioritaires cette année. C'était un need prioritaire quand tu écoutes les fans des Eagles. Hein. Donc après, voilà. Après, même s'ils ont drafté Mukuba l'année dernière, qui ne sont pas suffisamment satisfaits du joueur. Léo, tu veux rebondir rapidement sur les Eagles? Bah, j'avoue que tu commences par un Michael Lemon, pardon, qui est clairement le besoin quand on sait qu'ils vont perdre leur receveur star. Après le reste, j'avoue que c'était plus sur du en connaissant les Eagles, c'était effectivement des noms que je connaissais pas vraiment, mais on connaît la tendance des Eagles à avoir des prospects qui sont peut-être pas forcément ceux qu'on attendait et qui ont une capacité à les développer parce qu'ils ont de la profondeur sur plusieurs postes. Donc j'avoue que j'étais un peu réservé, donc à voir. Ok. Loxy? Quand je parlais d'une équipe qui d'habitude draft très bien, que c'est un peu pas renforcé, mais qui a fait raccourcir l'écart entre les autres, bah, les Eagles étaient dedans. Parce que cette année, une draft était excellente et Roseman crée un écart énorme entre lui et les autres GM parce que plus intelligent, prise de risque qui payait. Il prenait juste seulement les joueurs le BPA. Pour moi, là, son meilleur move, c'est même pas forcément un joueur, c'est juste d'avoir tricard les Cowboys et les Steelers en 1 minute. En fait, comment tu peux tricard deux GM, deux équipes différentes en juste 1 minute, en fait? Moi, Et les Vikings, Lux. Et les Parce que Vikings. on oublie qu'au deuxième tour, ils récupèrent Jonathan Greenard. Ah oui, voilà. Ils envoient depuis que fin de draft, ils récupèrent Greenard. Donc, ils ont tricard 3 GM en 1 nuit, en fait. J'ai un autre avis, mais Pour moi, son meilleur move, c'est celui-là, en fait, d'avoir tricard 3 GM en 1 nuit, au-delà du pick J'en Lemon. doute pas, Léo. Et pour moi, dans la notation des drafts des Steelers et des Cowboys, ça va compter. Parce que déjà, renforcer un rival de division, c'est une énorme connerie. Et si en plus tu triggers un adversaire de notre préférence, enfin, t'es un grand gagnant. Voilà, les joueurs, je vais pas en parler parce que vous avez suffisamment fait. Ok. Et le meilleur move de Roseman, c'est même pas la draft en elle-même, en fait. T'as trigger Jerry Jones et puis Oliver Kahn. Oliver Kahn. On passera le message. Non, mais voilà, après moi, j'ai pas compris les Dallas Cowboys. Après, ils se disent gagnant-gagnant, hein, soi-disant. Bon, bref. C'est les terribles choix de la NFC East. On comprendra jamais. C'est vraiment Jerry Jones. Ça fait partie de la vie, quoi. C'est, hein, que Dieu vous garde, hein, car moi, j'ai est-ce pas qu'on le peut temps. dire que c'est Dallas ton univers impitoyable? Ouais, c'est un Ouais. peu ça, ouais, c'est un peu ça. Bref, on va enchaîner. Les Eagles sont là, B+ et B+, au consensus, même si on n'est pas tous Ouais, les d'accord. Cowboys, c'est parti. On y va et on Alors. enchaîne. Non, c'est Edgar qui a fait les slides et du coup, il a mis les New York Giants avant.
Alors, je sais pas pourquoi, dans l'ordre alphabétique, je sais pas comment il a fait, mais du coup, il a mis New York Giants. Bref, on y va, on enchaîne. Et du coup, les Giants, je vais quand même vérifier que j'ai pas oublié une slide, mais normalement, non. Mais je vais vérifier après. Les Giants, alors les Giants, ils draftent Arvel Reese, le edge de Ohio State. Ensuite, ils draftent Francis Mogoya, l'offensive tackle de Miami. Ils draftent Colton Hood, le cornerback de Tennessee. Ils draftent après au round 3 Malachi Field, le wide receiver de Notre-Dame, si je ne me trompe pas. Round 6, Bobby Jamison Travis, le defensive line. Et au round 6 toujours, JC Davis, offensive tackle. Et Jake Kelly au round 6, le linebacker. Au niveau du Football Media, on a mis une note de B+, et sur Instagram et X, A-. Ça se rapproche A-, B+, suivant la tendance. Mais c'est plutôt une draft qui a été plutôt bien été aimée par tout le monde. Moi, je trouve que c'est un début de draft vraiment solide. Qui veut prendre la parole en premier sur les Giants, messieurs? Léo, tiens, on t'a pas trop entendu. Allez, Léo, vas-y. Pour la première des Giants, vas-y, Léo. Pour faire simple, ils perdaient, clairement, ils perdent leur D-tackle donc, d'entrée sur un trade. En fait, ils ont fait tout ce qu'on attendait d'eux, c'est-à-dire qu'ils ont renforcé aux besoins qu'ils avaient principalement. Puis ils rapportent des cibles pour leur quarterback sur lequel visiblement ils comptent. Ils apportent de la profondeur et de la qualité en cornerback. Donc, pour le coup, je vois pas comment je pouvais mettre autre chose que A pour leur note sur leur draft. Ok, mon Léo, c'est très clair, très rapide, très succinct. Loxy, C'est une bonne draft. Franchement, c'est pas l'équipe que je porte dans mon cœur, les Giants, mais pour une fois, je vais être positif. C'est une bonne draft. Globalement, les 4 premiers picks sont presque quasiment excellents, je dirais même, par rapport à la logique sportive. Je m'attendais sur Michael Fields parce que le reste, on en a souvent parlé. Par rapport à leur groupe de receveurs et ce qu'ils avaient en magasin, Michael Fields coche un besoin criant. C'est un big body receveur qui a de très bonnes mains, qui est pas le plus athlétique par rapport à son gabarit, mais qui apporte une arme en red zone et de par sa qualité athlétique, qui n'a pas la standard. Parce que Nabers n'est pas un grand big body receveur, mais c'est top niveau, c'est élite en niveau NFL. Donc, on va avoir un mec à l'opposé comme Malachi Fields, qui peut viser sur les 50-50, sur les tâches contestées, sur des. Pas tracés longs, mais tracés. Les ballons en fait compliqués à jouer, en fait, en red zone. Pour moi, c'est parfait par rapport à la complémentarité, par rapport à Nabers. J'aime beaucoup le pic. Sur celui-là, je retiens parce que pour une fois, il y a un pic intelligent et logique par rapport à ce qu'ils ont dans leur équipe, en fait. ok. Nat, Moi, je trouve que c'est une très bonne draft. Dans beaucoup de mocks, on voyait Francis Mogoa partir en 5. Donc là, réussir à aller chercher Arvel Reese plus Francis, je trouve que c'est A+ pour les deux premiers choix, en tout cas. J'aurais peut-être cherché une cible plus tôt, peut-être avec le second tour. C'est que moi, hein, mais j'aime bien Malachi Field, mais je pense que j'aurais peut-être essayé d'être plus agressif pour aller chercher une cible pour Dart encore plus tôt. Mais sinon, à part ça, je trouve que Colton Woods, pareil, hein, ça ramène de la. Il peut, je pense, jouer corner 2 dès son année 1, même si je pense pas que ce soit le cas, vu qu'ils ont de la profondeur au poste. Malachi Field, c'est ce que Loxy disait, c'est un profil physique qu'ils n'ont pas du tout. En fait, ils ont des profils un peu plus petits ou un peu plus fins. Que ce soit Darius Fenton ou par exemple Darnell Mooney. J'aurais peut-être, ouais, voilà, c'est ça. Je vois qu'ils ont pris un DT au 6e tour. J'aurais peut-être essayé d'aller chercher un defensive tackle un peu plus haut, vu la perte de Dexter Lawrence sur la ligne. Mais sinon, ouais, je trouve que c'est une très bonne draft. À voir aussi maintenant comment ils vont utiliser Arvel Reese en edge, en linebacker. Donc ça, c'est pareil, c'est un point d'interrogation. Il peut faire les deux, mais est-ce que tu prends vraiment un linebacker avec un 5 comme ça juste pour faire un peu linebacker? Donc à voir son utilisation, mais globalement, moi, je trouve que c'est une très bonne draft. ok. Ryan, t'as mis un A, toi, je crois, hein, sur le Ouais, Discord. un A et du coup, techniquement, pour venir encore chipoter un peu, je suis sur un A-. Je suis pas sur un A- à cause de la qualité des joueurs, qu'on s'entende, hein. Si vraiment je prends les joueurs un par un, c'est quasiment excellent partout.
mais c'est plus sur l'utilisation globale ou ce que vont en faire les Giants où vraiment je me pose des grosses questions. Déjà, les 2 premiers choix, que ce soit Harvey Ellis ou Francis Mauigoya, les 2 joueurs en eux-mêmes, c'est 2 joueurs excellents. Joe, tu le sais, j'ai fait les pastilles avec toi, c'est 2 joueurs que j'adore. Le problème que j'ai, c'est que Harvey Ellis, on est en train de se diriger vers un poste de linebacker plutôt traditionnel. Quand tu regardes leur room de edge, il n'y a aucun besoin. Elle est déjà surpeuplée dans tous les sens. John Harbaugh a déjà dit qu'il comptait le faire jouer plus off-ball linebacker que edge. Dans ce cas-là, si tu as vraiment besoin d'un linebacker, je ne comprends pas pourquoi tu ne vas pas chercher Sonny Styles. Premier questionnement. Donc, on va me dire oui, mais parce que Harvey Ellis, on va le faire rusher et tout. Je pense que Sonny Styles est aussi capable de le faire. Donc, si tu comptes plus le faire rusher, c'est ce qu'on dit, tu n'as pas vraiment de besoin en edge vu que ta room, elle est déjà peuplée. Donc, tu as déjà un premier questionnement d'utilisation qui me fait dire tout ce que je voulais pas voir avec Harvey Ellis, c'est-à-dire sur sa première année de commencer à lui faire tout et n'importe quoi, alors qu'il a besoin de travail, peu importe la position où tu l'installes. Ensuite, Mauigoya, pareil. Le mec, c'est un tackle. Tu as un upside de fou au poste de tackle. Sauf que tes 2 postes de tackle, ils sont déjà pris par 2 joueurs qui sortent. Alors, Andrew Thomas, je le mets de côté parce que lui, c'est vraiment excellent. Mais Elwo Menor, il sort d'une très bonne saison, d'une saison très solide. Je vois pas l'intérêt d'aller chercher du coup un tackle droit. Première interview et tout de John Harbaugh, ça parle de le foutre en guard. Encore une fois, tu as besoin d'un guard, va chercher un guard. Va chercher un vrai guard. Un mec qui va pouvoir jouer guard, en fait. Donc, pareil, le joueur est excellent. Maintenant, tu te rajoutes du travail. Il va falloir le faire bosser au poste de guard, là où tu aurais pu avoir un joueur déjà prêt et déjà calibré pour la NFL à ce poste-là. Colton Hood, c'est excellent. Ça, j'ai rien à dire. Pour moi, c'est un choix à plus. Malachi Fields, pareil, j'aime bien. Je valide complètement le choix. Bobby Jamison Travis, je valide absolument pas. Pour moi, c'est un joueur qui n'est pas encore prêt à la NFL. Gros gabarit, gros athlète. Il vient très clairement remplacer Dexter Lawrence, donc sur une position de nose tackle. Mais je pense que vu la cuvée de defensive linemen, il y avait beaucoup mieux à aller chercher, même à ce moment-là. Maintenant, ils sont peut-être tombés amoureux du joueur. En tout cas, c'est le seul choix que j'ai vraiment mal noté avec Jack Kelly. JC Davis, pareil, joueur qui est excellent, mais de ce que moi j'en ai vu, c'est un tackle qui est undersize, qui a un gros run blocker, mais chez qui je vois plus un avenir au poste de guard. Mais même chose, encore une fois, tu vas donc chercher un tackle, tu sais pas réellement si c'est pour le faire jouer tackle, le mettre dans la rotation poste de tackle, le mettre guard. Si c'est vrai, bah du coup tu le mets en compétition immédiate avec un John Runyan. Qu'est-ce que tu veux en faire? Est-ce que tu as pick juste pour de la rotation? Donc pareil, JC Davis, c'est un choix qui, moi j'ai mis un A-, mais qu'est-ce qu'ils vont en faire? Comment ils vont l'utiliser? Est-ce qu'ils le prennent pour jouer swing tackle? Est-ce que c'est un choix de rotation? Est-ce que c'est un mec qui est destiné à devenir guard? Je ne sais pas exactement. Et derrière, en fait, tu as Jack Kelly, méga athlète. Je pense que ça, c'est plus un pick qui est destiné à jouer sur de la special team. Parce que pour moi, il n'a pas les qualités en fait pour jouer off-ball linebacker. C'est limite plus je le vois plus transitionner vu ses qualités au poste de edge. Sauf que on vient de le dire, les edge c'est crowded as fuck. La room est pleine est vraiment pleine. C'est-à-dire que même si tu estimes voir un développement ou quoi, en fait sur la draft de l'année prochaine, tu vas pouvoir aller chercher un edge qui sera meilleur que lui. Donc voilà, moi, Jack Kelly, j'ai mis un D. Pareil, c'est ma façon de voir les choses. Je préfère aller chercher des mecs qui vont pouvoir rentrer dans ta rotation, qui ont un vrai upside de titulaire. Et ensuite, tu vois dans ta room qui tu vas pouvoir mettre en special team plutôt que d'aller chercher des special teamers. Ma façon de faire, c'est plutôt d'aller chercher ces special teamers avec tes picks en UDFA. Maintenant, comme je t'ai dit, je pense qu'ils sont tombés amoureux du joueur. Ils ont voulu le sécuriser et pas rentrer dans la loterie des undrafted free agents, mais je peux pas valider le choix, pas avec un sixième tour. Donc vraiment, ouais, non, j'ai mis un C- pour Bobby Jamison Travis, un D pour Jack Kelly, mais au global, voilà, c'est une draft qui est très solide de la part de New York et j'ai mis un A-. Ok. C'est une draft à la Harbaugh, tout simplement. Il a changé de franchise, mais il n'a pas trop changé de mentalité, on va dire. Ça reste, ça prend des joueurs, voilà, il s'en fout d'en avoir, on va dire, à la position. Il prend les joueurs qu'il veut à l'endroit où il le souhaite
et après il voit ce qu'il en fait. Mais Bah, ouais, tu ça, vois, chez les Ravens, justement, c'était un peu la même chose, quoi. C'était un peu la même chose. Je sais pas si tu vous vois, êtes d'accord avec moi, hein, mais je suis d'accord, mais pour moi, tu vois, c'est un problème, tu vois. Si tu veux prendre un joueur à un poste, tu penses que tu veux le faire changer de poste. Tesla, son poste naturel, en fait, déjà une fois. Ça marche pas, tu changes. N'impose pas un joueur à un poste, tu n'es pas le sien, en fait. Mais là, le problème, c'est que le problème, c'est que ça empile les joueurs au même poste. Donc, du coup, tu es obligé de les mettre ailleurs si tu veux les faire jouer. Sinon ils joueront pas, quoi. Tu vas pas faire jouer un Francis Maugoya à la place d'Andrew Thomas. À un moment donné, il faut. Encore une fois, c'est pas une mauvaise chose dans les premières Non! années. Tu vois, Ah bah non, non, je tu pense que pourras ça va apprendre. faire. Non, mais je pense que ça va faire beaucoup de bien à New York. Tu vois, dans Mm. la construction de la franchise, on l'a vu aux Ravens. Les Ravens, c'était des abonnés aux playoffs. Mais en fait, Exactement. tu as toujours le souci de cette dernière marche et le problème, c'est qu'il n'a pas appris. Donc là, pour les premières années, ça va être excellent pour New York. Tu vas voir que vraiment, pour le coup, je pense que New York va vraiment se renforcer dans les années à venir, va commencer à être un vrai contender aux playoffs en NFC. Maintenant, il faudra voir la suite. Et Bien vous sûr. stagner, quoi. Vous passez une Et étape moi, à deux, quoi. et moi, Malakai Field, j'avais peur qu'il soit pris trop haut, mais là, au troisième, ça me convient très bien. Voilà, La ça me convient très la bien. value est très bonne. Voilà. Franchement, Parce que moi, comme l'annonçait début 2 et tout, même des fois fin de 1, je dis là, oh les gars, vous exagérez un petit peu. Là, il est quasiment Euh, fin de deux, là. mais bah Quasiment là, le troisième, mais ouais, on est début de 3, mais 3, c'est son range, quoi. oui. Après que tu le prennes début ou milieu ou fin, ça me dérange pas, quoi. Allez, on enchaîne donc B+ et A- sur les réseaux sociaux. B+ pour le Foot US Media. On enchaîne et on passe maintenant aux Dallas Cowboys. Alors, les Dallas Cowboys, ils trade pour remonter devant les Dolphins. Ils prennent Caleb Downs, le safety d'Ohio State. t'as une petite coquille sur Drew Shelton. Il joue pas QB du tout. C'est le tackle Ah, gauche Il faut juste ouais. être droit là. Alors, pour une fois, c'est pas moi qui fais les visuels. Je vais faire une dédicace à Edgar. Edgar, je devais vérifier les visuels avec toi. On a vérifié tous les deux. On n'a pas vu la coquille. Donc, Edgar, merci à toi d'avoir loupé aussi Droit cette là, left coquille. tackle des Steelers. Allez, on y va. On enchaîne. Je suis désolé. Ouais, defensive tackle. On le corrigera. Malakai Lawrence, donc le edge de UCF, si je me trompe pas, qui est drafté en. Oui, c'est ça, Youssef, ouais. UCF. Hein. Youssef, ouais. En 23e position, cher à Maxence qui a vu un joueur de UCF drafté Premier tour, au premier franchement. choix de la draft. Premier tour de la draft, je veux dire. Jason Barham, le edge aussi. Drew Shelton, donc qui n'est pas QB et defensive tackle pour ceux qui ont les visuels. Left tackle. Left tackle, pardon. Left tackle. Devin Moore, cornerback au round 4. LT Overton, le defensive line au round 4 toujours. Et Anthony Smith, le wide receiver en 218e position, round 7. Alors, la draft des Cowboys sur le Foot US Media, elle a été draftée à A-. Et sur les réseaux sociaux, B+. Qui veut prendre la parole en premier? Les Dallas Cowboys. Alors, je vais donner la parole à celui qui a mis... c'est Ryan, qui a mis un C, Ryan. Tu as mis un C aux Dallas Cowboys. Ouais, Vas-y. j'ai peut-être été un peu trop violent en refaisant les notations avec Val. Je suis plus arrivé sur un B, B+. Je pense qu'il y a aussi le trade qui m'a vraiment gonflé. Et aussi le fait que sur certains joueurs, je vais être beaucoup plus bas que le consensus. Maintenant, je suis pas sûr que ça mérite un C, donc je vais plus être sur un B. Pourquoi un B? Déjà Caleb Downs, excellent. Ça, je pense que tout le monde est d'accord. Malakai Lawrence, moi, je suis vraiment pas fan du joueur. Je lui vois beaucoup de soucis. Pour moi, il n'y a pas un monde où ça doit être un premier tour. Tout le monde me parle de qualité athlétique et de pass rush exceptionnel. C'est votre avis? Moi, il y a beaucoup d'actions sur lesquelles ses capacités athlétiques ne se sont pas retranscrites. J'ai vu beaucoup de galères au niveau de sa fluidité. Et ce qui me fait flipper, c'est on est en train de se diriger vers les Cowboys sur un changement de profil. Il risque vraiment de se retrouver à jouer outside linebacker. Ça me dérange beaucoup que derrière, en plus, il fasse le pic de Jason Barham, parce que pour moi, tu prends vraiment un profil qui, lui, est capable de faire ce que tu vas demander à Malakai Lawrence, et potentiellement en mieux. Je vois plus d'upside chez un Jason Barham, de meilleure capacité athlétique, à mon sens, et une capacité de drop en zone qui est bien meilleure que celle d'un Malakai Lawrence. Maintenant, la différence, c'est que chez Jason Barham, tu vas devoir travailler tout ce qui est pass rush.
Comme je le disais, c'est un ancien linebacker, donc tu as vraiment tout à faire au niveau de la technique. Maintenant, il a montré des très belles choses à Michigan, mais j'ai du mal à voir le délire, surtout que là, en plus, ils sont en train de dire que Barham, il le verrait plus reglisser à une position de vrai linebacker, donc inside linebacker. Tu viendrais en fait ruiner le taf qu'il a fait à Michigan depuis 1 an. Donc, à voir. Moi, personnellement, comme je vous dis, je suis pas très fan de Malachi Lawrence, donc forcément, ça fait baisser la note d'aller le chercher en plus au premier tour. Ensuite, tu as le pick Drew Shelton, que j'ai. Alors là, je déteste, mais du plus profond de mon être. Je comprends pourquoi ils sont allés les chercher. C'est-à-dire que ça fit un petit peu avec ce qu'aiment les Cowboys, un gros gabarit, beaucoup de puissance. Mais il y a beaucoup de choses à travailler chez lui. Techniquement, il est à la ramasse. Je pense que je me suis tapé quand même pas mal de tape de Penn State en regardant Vega Ioane. Et très, très, très souvent, c'est lui qui se chiait sa rep. Et vraiment, il n'est pas bon du tout. Donc, aller le chercher au 4e tour, j'ai beaucoup, beaucoup de mal. Là, encore une fois, c'est quelque chose qui, moi, vraiment a fait baisser la note des Cowboys. Ensuite, Devin Moore, ouais, pourquoi pas. C'est un joueur qui se blesse pas mal, qui s'est beaucoup blessé à Florida, mais j'ai la vision sur Devin Moore. Grosse capacité athlétique, c'est un big body corner. Je crois qu'il est à 6'3", quasiment 200 pounds. C'est vraiment l'archétype du big body corner. Donc, comme je le disais sur l'épisode avec Val, je pense qu'il va rentrer dans une compétition avec Shavon Revel, qu'ils avaient pris l'année dernière, je crois. LT Overton, pareil, j'attendais de voir un petit peu ce qu'allaient faire les Cowboys avant de vraiment donner une notation. Là, je vois qu'ils comptent vraiment l'installer en tant que defensive tackle, ou en l'occurrence sur leur 34 en tant que defensive end, mais pas en edge rusher. Donc ça, je valide totalement. C'était vraiment le move de con à faire de vouloir le tester en edge parce qu'il n'en a pas les qualités. Donc là, je pense que la value sera très très bonne pour LT Overton s'il est utilisé comme c'est prévu. Et ensuite, Anthony Smith, j'en ai pas assez vu pour pouvoir donner un jugement, donc j'ai un petit point d'interrogation. Mais donc, ouais, le C, c'était peut-être un petit peu violent, j'ai peut-être réagi à chaud, tu vois. Là, quand je regarde, ouais, je me dis que c'est pas extraordinaire, mais on est plus sur un B que sur un C, tu vois. C'est bien d'admettre par moment de dire oh, ouais, j'étais un peu sévère. Je crois que les sondages, je crois que je les ai mis 2 ou 3 jours après la draft. Donc des fois, on est encore dans le chaud, on est encore dans le bain, on est encore. Voilà. Et des fois, on prend un peu de recul, un peu de distance et on se dit ouais, c'est quand même pas mal. Mais C'est pas mal. t'inquiète pas, je vais prendre de la distance. Il y a des gens qui vont manger leur dé. Ce sera juste pas dans cet épisode. Il y en a qui en auront, oui, bien évidemment. Nat, t'as mis un A, toi, je vais te donner la parole. Bah oui, encore une fois, je suis en désaccord. Après, super analyse, Ryan. Je trouve que voilà, t'as parlé déjà d'un de mes joueurs favoris de toute cette draft, c'est Jeshon Barham de Michigan. Un profil hyper intéressant. Comme tu as dit, qui est encore haut parce qu'il est encore nouveau au poste de edge, qu'il a joué uniquement que à partir de cette année-là. Il y a encore beaucoup à faire. Mais sur le peu de choses qu'il montre, il est extrêmement violent. Il lâche rien. Et donc, je trouve que c'est des attributs que j'apprécie chez les Edge. Là où je suis pas d'accord, je trouve que pour moi, c'est un bon complément d'un Malachi Lawrence parce que d'un côté, tu as un Barham qui est plus raw, plus physique, et de l'autre côté, tu vas avoir un Malachi Lawrence qui va être plus dans la finesse, plus dans les moves, avec un arsenal un peu plus développé, qui va être moins efficace contre la course, mais tu sais en troisième, en third down, il peut vraiment t'apporter quelque chose. Donc j'aime bien la manière dont ils peuvent être complémentaires l'un de l'autre. Après, comme tu l'as dit, moi j'ai pas vu ça, mais si le fait qu'ils veulent refaire basculer Barham en linebacker, ça me dérange. Pour moi, il avait un plus gros upside en tant que edge. Donc ça, je trouve ça dommage. Complètement. Mais en fait, le problème, c'est que tu as vu, ils sont partis coup sur 2 edge, en oubliant que dans leur room, ils ont déjà leurs 2 titulaires et que tu as déjà des options de rotation, tu vois. C'est ça. Ouais. Donc à voir, mais ça serait dommage. Drew Shelton, je trouve un peu dur parce que je trouve que pour un joueur de développement au 4e tour, je pense que tu peux difficilement trouver mieux en termes d'upside. Je dis pas que là actuellement voilà, il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup de travail à faire, mais je trouve en termes d'upside, c'était quand même un joueur qui était annoncé en dessous des top 100, top 50 en tout début de processus draft. Après, il a shooté au fur et à mesure de la saison, mais
ça peut se comprendre, mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose à gratter sur lui. Devin Moore, bah, tu l'as souligné, c'est un gros corps. Ils ont besoin de profondeur au poste de corner. Ils ont pas, voilà, ils ont des joueurs, mais est-ce qu'ils ont vraiment des stars? Donc, je sais pas si Devin Moore peut être une star, mais en tout cas, il va t'amener de la physicalité à ce poste-là. LTO Overton, qui était annoncé beaucoup plus haut au tout début de processus draft, qui arrive au 4e tour pour jouer defensive tackle, je trouve que c'est limite peut-être leur meilleur choix avec Caleb Downs. C'est sa place, c'est vraiment sa meilleure place à l'intérieur de la ligne. Il peut t'amener du pass rush aussi, mais d'une autre manière. Donc ça peut être un bon complément d'un Kenny Clark qu'ils ont déjà. Et Caleb Downs, évidemment, fallait parler de lui. Hein. Je trouve que voilà, c'est ça faisait longtemps je trouve qu'ils n'avaient pas drafté un joueur avec autant de panache et autant d'excitation quand on annonce un choix des Cowboys. Et je trouve qu'avec Caleb Downs, ça marche. Depuis 6 années à Bama jusqu'à Ohio State, ça a toujours été une superstar, un joueur extrêmement intelligent, extrêmement polyvalent. Et j'ai hâte de voir ce que leur nouveau défensive coordinateur va faire et de comment il va l'utiliser. Parce qu'il est vraiment multiple, on peut l'utiliser absolument partout. Donc à voir, mais je trouve que rien que pour ce choix-là, ouais, ça a mérité une très bonne note. Alors, un petit aparté, non, Jaren Jones ne prend pas les edges comme les puits de pétrole. Voilà, c'est pas des gisements comme ça. Petit aparté, voilà, parce que bah, vous avez appuyé sur cumul de edge à tel poste, sachant qu'il est les deux titulaires et tout. Donc, petit aparté, parce que c'est un actionnaire, c'est un mec qui collecte le pétrole, qui a fait richesse dans le pétrole. Donc, peut-être qu'il voit voilà, peut-être qu'il voit un gisement de edge à Dallas pour aller remporter le titre. Peut-être, messieurs, peut-être, on ne sait pas, on ne sait pas. Et Jaren Jones on dira peut-être l'avenir et nous le dira. On dira Jaren Jones c'était un visionnaire ou pas. J'espère pas. Bref, allez, la petite aparté, je sais pas pourquoi je suis parti là-dedans, mais ne cherchez pas à comprendre. Des fois, mon cerveau, il est pas Manfouille, connecté. Hein. Il est pas connecté. Loxy, on t'entend off là, vas-y mon Loxy. Et oui, je suis là. Moi, je vais pas parler des joueurs, mais juste parler d'un truc pour en complément. Les Cowboys ont un certain coach de skills dans leur équipe, Brandon Jordan. Et je pense que certains mecs de cette draft vont en bénéficier grandement. Je pense à Deshaun Barham et puis Overton. Et il est possible que d'ici 2-3 ans, s'ils restent encore là-bas, ces mecs-là soient des joueurs un peu différents de ce qu'ils sont maintenant. En beaucoup, parce que ce mec-là est un spécialiste pass rusher. Et c'est des meilleurs en plus, je crois, quasiment. Tous les meilleurs avec lui. Et le fait que les Cowboys l'aient embauché peut aussi aider certains joueurs de leur draft à se développer encore plus. Donc j'attends surtout de faire un jugement quand ils seront sur son aile à lui, parce que ça reste quand même un petit gourou à ce poste-là, quoi. Dans le domaine. Ok. On verra de toute façon ce que va faire leur head coach hein, par rapport à ça aussi. Chattenheimer, si je me trompe pas, c'est bien ça. Oppenheimer, c'est une série. Hein. Non, pas Oppenheimer. Oh. Schumacher, il est mort. Allez, Lox, arrête. Je crois qu'on va te couper le micro, Lox. On coupera au montage. Non, je déconne. Léo, vas-y. Et après, on enchaîne sur l'équipe chère à Ryan. Bah, j'avoue que là-dessus, à part Caleb Down, j'ai eu très peu de retours sur le pour ou le contre de la draft. Donc c'est vrai que ils ont comblé des besoins avec le départ de... Comment dire mince, j'ai oublié le nom de la personne qui était Edge chez eux, qui est parti chez les Packers. Micah Parsons. Voilà, Micah Parsons. Donc oui, c'est une draft correcte, avec notamment le départ. Ils ont comblé aussi le départ de Diggs, même si c'est un petit peu loin, mais voilà. J'ai pas trop grand-chose à rajouter. Ok. Et je pense qu'ils vont, même s'ils prennent Anthony Smith à la fin, je pense qu'ils comptent, même s'il n'est pas d'accord avec ça, mais je pense qu'ils vont jouer avec CeeDee Lamb et George Pickens cette saison au niveau des receveurs. C'est pour ça qu'ils n'ont peut-être pas drafté plus haut. Voilà, il y a pire. Après, même si George Pickens n'est pas d'accord de jouer sous le tag, à un moment donné, si de toute façon, si personne ne veut l'échanger, après, le prix du tag, c'est pas grave. Le prix du tag, 20 minutes. Ouais. Ça va. C'est ça. Ouais, mais il a dit qu'il n'allait pas jouer sous le tag. Après, on verra. Hein, mais, les joueurs changent vite d'avis par moment. Allez, on enchaîne et on va parler des Washington Commanders. Et là, il n'y avait pas 50 pics, mais il y avait moyen de bien faire. On verra si c'est le cas ou pas. Ryan, tu veux prendre la parole à la fin ou au début? Comment tu veux faire? Dis-moi.
et après je donne les noms là. Vas-y, dis-moi. Non, laisse-moi passer à la fin parce que si je D'accord. parle pendant 1 heure et qu'ensuite il y a Nat, parce que je sais un peu comment comment il réfléchit maintenant, qui dit des Ouais. choses qui m'énervent, je vais être obligé de Ben, rentrer dans on la va, conversation. Donc autant faire on va, passer les autres avant. ouais, on va faire Loxy, Léo, Nat, et après on fait Oh toi. putain, faut que je D'accord? commence. Oh punaise. D'accord? C'est juste. Alors, les Washington Commanders, donc c'est au Futuras Media et c'est moins sur X et Instagram. Donc, super premier pick, voilà, ils restent à leur place. Les Washington Commanders pick Sonny Style en choix numéro 7 lors du round 1, le linebacker donc d'Ohio State. Ils n'avaient pas de pick au deuxième tour. Au round 3, ils prennent Antonio Williams, le wide receiver de Clemson. Au tour numéro 5, s'ils n'avaient pas de 4, et, ils prennent Joseph, le Edge. Et là, je vois la tête de mon Lucho se décomposer encore. Round 6, Ketron Allen, le running back de Penn State. Au choix 6, Matt Gulbin, pardon, le centre. Et alors là, au round 7, il va falloir que je le dise sans fourcher, Atan Kaliakmanis, voilà, j'ai réussi à le dire, le quarterback au round numéro 7. Vas-y, mon Loxy, on t'écoute. Bah, moi, j'aime bien 2 picks seulement. Tout le respect que j'ai pour les Commanders. Et encore, j'aime bien, c'est un peu secondaire, mais j'aime beaucoup le pick Sonny Styles parce que c'était peut-être le BP à ce moment-là et que je comprends la logique du pick Commanders. Et à mon avis, c'est un futur capitaine de défense. Pas en année une parce qu'il y a comme des mecs devant lui, mais en année 2, 3. Ce sera peut-être le leader de la défense des Commanders. J'ai l'impression comme ça, mec super très intelligent quand même, j'ai l'impression. Moi, je connais pas personnellement l'être humain, mais j'ai l'impression que le mec est intelligent, suffisamment mature pour endosser ce rôle-là. Puis j'aime bien cette Ketron Allen, qui est pour moi le meilleur des deux running backs de Penn State. Alors, c'est un pur power back, qui peut manger beaucoup le ballon. Après, est-ce vraiment le besoin des Commanders à ce poste-là? Je sais pas. Maintenant, prendre un running back dans une draft, c'est toujours nécessaire, parce que c'est un poste à blessure. Les mecs prennent comme des tampons par des gros bébés, donc les blessures sont quand même assez régulières pour ce poste-là. Et ça reste un mec que tu peux faire jouer sur short yardage, en red zone. Parce que c'est un power back, il sera toujours utile dans une équipe, je pense. Surtout Commanders. Et je vais être un peu dur sur le pit Matt Gulbin, mais si les Commanders voulaient un centre, vu la QV, il faut le prendre avant en fait. Pourquoi t'attends le 6e tour, fin de 6e tour pour prendre Matt Gulbin? Sauf si c'est un pic de tif par rapport à mettre du staff, qui fait le joueur. Mais t'as une tonne de mecs qui sont partis avant lui, qui sont plus forts que lui, et que tu aurais pu prendre à la place de Joseph, par exemple, de Williams, et prendre ces postes-là, Williams, Joseph, plus tard. Enfin, je sais pas, pourquoi prendre Matt Gobelin à la place de, je sais pas, sauf si c'est un Chiefs d'un coach, hein. Chiefs d'un coach, ok, 6e tour, pourquoi pas. Mais vu la cuvée de centre, enfin, tu prends Matt Gulbin, bah super, c'était le dernier sur le board en fait. Prends le dernier, quoi. Mec dispo, enfin le mec dispo, quoi, pas le choix. Ok, Kalec Manis, bah, je note. il nous a ce faute, quoi. Bref. Ok. Ok, ok. Donc on va laisser Léo nous parler de Kaliakmanis et Gulbin. Léo, t'écoutes. Non, c'est vrai qu'avec Fais-nous aussi ton peu scouting de. report, Léo, vas-y. Alors, faut Non, mais trop c'est vrai qu'avec aussi peu de choix, à part le choix de Sonny Styles que je peux encore entendre, le reste, ça me convainc vraiment pas du tout. Enfin, je veux dire, effectivement, comme disait Lox, le centre, je suis pas convaincu. Euh, Antonio Williams, le receveur, bon, pareil, de gros doutes. Je sais pas vers où ils vont, et avec aussi peu de choix, je pensais qu'ils allaient essayer de au moins de bien bosser, mais visiblement, c'est pas donné à tout le monde. Ok. Nat? Alors du coup, pas hyper emballé par cette draft, mais en même temps, je pense que je vais être le plus positif de tous là ce soir. Moi, j'aime bien le choix, évidemment, de Sonny Styles, il n'y a pas de débat là-dessus, je trouve que c'est un très très bon choix. Mais j'aime bien les deux choix suivants. Après, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais Antonio Williams et Joshua Joseph, c'est deux joueurs que j'aime bien. Antonio Williams, c'est un slot receiver only, mais il est efficace, il est bon, il court ses tracés, il se stoppe dans les zones quand il faut se stopper dans les zones. Il a des plutôt bonnes mains. Et quand on regarde leur wide receiver room aux Commanders actuellement, je pense qu'il a clairement sa place pour être receveur numéro 2, numéro 3 de l'équipe. Joshua Joseph, c'est un edge qui était attendu un peu plus haut, qui est peut-être limité, qui a eu des problèmes de blessure.
mais qui est hyper explosif, qui a des bras très très longs, qui pourrait s'apparenter à un profil un petit peu à la Kelevan Chason, qu'ils ont signé en plus là durant l'intersaison. Je ne sais pas si c'était forcément une position que j'aurais ciblée au 5e tour. Par exemple, je vois par rapport à la depth chart que vous avez au niveau des tight ends, peut-être que j'aurais ciblé un tight end à ce niveau-là. Mais c'est un joueur qui est... Après, voilà, on peut pas non plus critiquer le joueur. Le joueur en lui-même est plutôt bon. Après, je sais pas si le besoin était nécessaire à ce niveau-là. Pareil pour Ketron Allen, vous avez une room de running back qui est quand même assez profonde. Je sais que c'est un profil qui est un peu différent des autres, mais je sais pas si j'aurais parié sur un running back à ce niveau-là. Même si c'est un bon joueur et que j'apprécie. Après le reste, je peux pas trop en parler, mais on va dire que ouais, je suis quand même. Il y a trois choix que j'aime bien. Alors, avant de donner la parole à la Ryan, moi je vais dire j'ai 2 choix que j'aime bien, Sonny Styles et Antonio Williams. Là, quand tu vas me chercher Antonio Williams au round numéro 3, sachant que tu n'as pas de round 2, je me dis, voilà, en tant que wide receiver, il est capable, voilà, c'est un receveur de slot, mais il est capable quand même de prendre des jeux à l'extérieur. Il est capable de faire certains plays aussi. C'est un joueur qui est capable de faire beaucoup aussi de yards after catch. Ça peut aider JD aussi, donc Jaden Daniels, sur des petits tracés, sur des petites on va dire des petits gains à aller chercher. Même si tu as McLaurin, voilà, tu offres une arme de plus à Jaden Daniels. Alors après, par contre, Joshua Joseph, je comprends pas. Alors, en sachant que tu as payé hors de prix à la Free Agency un Edge, alors son nom m'a échappé, je l'avais dans le... Ça fait ouais. Voilà, Odafe Oweh, voilà. Et moi, j'aime bien la Free Agency des Commanders, donc ils ont fait du bon boulot. En plus, je vais leur payer un maillot à Ryan de mon cher, de mon Léo cher joueur Chenil. mon cher joueur que j'ai aimé tant, Léo Chenal. Le noir, Donc voilà. Hellraiser, s'il te plaît, monsieur. Bien sûr, tu auras celui que tu souhaites, Ryan. Et voilà, mais voilà, les 2 premiers choix, j'aime bien. Par contre, après, ouais, je comprends pas. Puis alors, le choix Kaliak Manis, alors là, en sachant que tu as encore Nussmeier qui est là et tout ça, alors que moi, je suis désolé, mais Nussmeier, il a 3 Kaliak Manis dans chaque bras. Là, je comprends pas, quoi. Là, je comprends pas du tout le choix. Et en plus, tu pouvais refaire la room Jaden Daniels, Nussmeier, qui se connaissent super bien, en plus, qu'on jouait pendant 2 ans ensemble, et qui se connaissent très bien. Et en plus, tu sais que Nussmeier aurait pas foutu la merde, parce qu'en plus, c'est un joueur, il est resté derrière lui à la fac, et il a jamais transféré. Donc, je pense qu'il aurait totalement accepté d'être encore avec Jaden Daniels. Donc, bref, moi, au départ, j'avais mis, je crois, D. Après, j'ai réévalué ma note. J'ai quand même mis C parce qu'il y a très peu de choix. Et même si Joshua Joseph, c'est un très bon joueur et qu'être Allen aussi en round 6, ça me paraît cohérent. Ça reste un bon joueur. Alors après, le centre, non. Et puis Kaliak Manis non plus. Donc, ça reste un C, quoi, à la place d'un D. Mais voilà. Maintenant, on va donner la parole à Ryan. Ryan va nous expliquer pourquoi il sort la sulfateuse sur son équipe et je peux le comprendre. Mais on t'écoute, Ryan. Je sors la sulfateuse, mais comme toi, en fait, j'ai mis C et c'est un peu le choix de Kaytron Allen qui me sauve un peu ma draft et c'est triste à dire. Il y a 2 choses qui me font mettre un C et pas aller plus bas. C'est certains joueurs, à savoir Kaytron Allen, Sonny Styles, mais aussi le fait que tu sois allé remplir des needs avec Antonio Williams ou Matt Gulbin. Maintenant, je peux pas aller plus haut que c'est impossible. J'en ai marre, en fait, c'est du foutage de gueule. Vous regardez la plupart des experts, machin, draft, de gens qui s'intéressent, encore une fois, aux stats avancées, et vous allez voir des A, ce genre de conneries. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on est allé chercher des joueurs qui, d'après le consensus, auraient dû partir beaucoup plus tôt, et on est allé les chercher très tard. Mais pourquoi ils étaient là très tard, à votre avis ? Commencez à vous poser des questions. On a bien commencé. On a très très bien commencé avec Sonny Styles. On ne pouvait pas se tromper avec notre premier pick dans cette draft parce que dans tous les cas, dans tous les scénarios possibles, on se serait retrouvé avec un bon joueur. Donc bravo, on a pris un bon joueur. On peut toujours se tromper. Hein. Quand je dis on ne peut pas se tromper, c'est une petite vanne parce qu'on peut toujours se tromper. On a vu des GM faire des grosses conneries. Derrière, moi, pour le poste de receveur, je voulais justement des profils un petit peu différents de ce qu'on avait dans la room. J'aurais aimé aller me chercher un big body receveur. Alors, est-ce qu'il y en avait un de dispo à ce moment-là ? Il
Il y avait peut-être plus les meilleurs, mais je pense que tu avais quand même de quoi faire. On a vu, on vient de voir les Eagles qui sont partis chercher, le receveur de Notre-Dame. J'ai perdu son glace, Malachi Fields. Malachi Fields, ouais. Ouais, je crois qu'il était encore dispo. Plus Ted tard, Hurst aussi. on avait un Chris Bell, on avait un Ted Hurst. Donc voilà, après, moi, il y avait 2 types de receveurs que je voulais, soit un big body, soit un bon route runner. Anthony Williams, c'est un bon route runner. Le problème, c'est que, comme l'a dit Nat, pour moi, c'est un slot only. Et quand tu regardes notre room, bah, tu commences à avoir quand même beaucoup de slot only. Tu as Luke McCaffrey qui commençait enfin à montrer des choses l'année dernière avant de se blesser. Bah, en fait, tu lui mets un mec dans les pattes. Tu as un Jalen Lane qui rentre dans sa saison sophomore. Alors, si tu me dis qu'au bout d'un an, on a déjà abandonné le projet, bah, il n'y a pas grand intérêt. Il ne fallait pas aller chercher Jalen Lane. Tu récupères un Diami Brown. On a récupéré qui d'autre encore dans le délire? Attends, je regarde ça vite fait. Van Jefferson. Donc, tu sais, au bout d'un moment, là, je trouve que les profils, ils s'additionnent un petit peu. Tu vas en fait demander à Antonio Williams d'être performant immédiatement pour pouvoir rentrer dans cette room. Sinon, il n'y a pas de grand intérêt. Et en fait, tu as juste empilé des joueurs moyens. Donc, ça m'emmerde. Ce qui m'emmerde, c'est de te dire que tu vas chercher Antonio Williams maintenant, alors que justement, tu manques beaucoup de pics, que potentiellement, tu aurais pu trade down pour aller récupérer justement des assets et aller te chercher un mec dont on a parlé tout à l'heure, Skylar Bell, par exemple, qui, moi, me T'avais- plaît. Ouais, vas-y, pardon. Après, vas-y, finis ta phrase. Après, je te dirai quelques jours qui avaient dispo Non, mais après vas-y, votre dis. pick. Eh ben, tu vois, ben, on était très au-dessus. Mais bon, tu avais Malachi Fields aussi dessus. Tu avais Edgy aussi. Besoin de safety, c'est quand même pas non plus négligeable chez vous, Ouais. malgré tout. Malgré tout, le defensive tackle qui est bien aimé, Chris McClellan aussi qui était là. Tu avais les receveurs, Zachariah Branch, Jacoby Lane. Tu avais Chris Brazel aussi qui est encore là, qui part au Panthère. Bah après, moi, Voilà, là, Brazel, j'aime pas du tout, mais tu vois, ouais, ouais, je l'avais mais oublié, on en avait parlé avec tu vois, Val. Jacoby Lane, moi, j'aurais kiffé. Parce que Xavier, tu avais Xavier Thomas aussi qui était encore là, tu vois. Tu vois, il y avait du monde, quoi. Il y avait encore du monde, quoi. il y Et, avait et je encore du cite pas monde. tous les joueurs défensifs et corner qui pouvaient être encore disponibles à ce moment-là, en sachant que vous allez jouer avec quel corner cette année, j'en sais rien. Bah, Voilà, je vous avec le dis clairement. avec la room la plus petite de NFL, puisqu'on a Mike Saint-Restil et Amik Robertson. Donc, bref, ça, je passe. Je préfère passer dessus, mais bon, voilà. J'espère qu'Antonio Williams, ce sera un home run, mais parce que sinon, en gros, bah, tu as déjà niqué ta draft. Mais bon, bref, je partais du principe en me disant, vas-y, laisse couler. Pour l'instant, ça fait sens. Et puis, en vrai, Antonio Williams, j'aime bien le joueur, j'aime bien Sonny Styles, donc j'attendais de voir. Et ça a été ensuite la descente d'organes. Joshua Joseph, Nat l'aime bien, bah, génial, comme tout le monde dans le consensus. Mais c'est fou, il était encore là au tour 5. Pourquoi? Bah, parce que c'est un mec qui est encore très très raw. Il a des grands bras, génial. C'est un athlète génial. Maintenant, il y a encore tout à travailler. C'est un joueur qui a des vraies limitations en termes d'apprentissage de playbook. Le nombre de reps qu'il a passé cette année à Tennessee à se retourner vers sa sideline ou derrière des coéquipiers et qui lui font manquer le snap, c'est affolant. Son snap count est aussi assez significatif en carrière. Donc en fait, tu as un joueur sur lequel tu vas devoir encore une fois tout apprendre. Sur une position où tu n'as pas réellement de need, encore une fois, j'ai sorti juste la petite depth chart pour vous dire, parce que c'était un need avant la free agency. J'estime que c'est plus le cas aujourd'hui. Là, actuellement, tu as Oda Fewe, Cleven Chason en titulaire. Tu as un Dorrance Armstrong qui, avant sa blessure l'année dernière, commençait à faire du très, très, très sale. Tu as un Javonte Jean-Baptiste que tu as pick il y a 1 an ou 2, je crois, et qui est en progression complète là depuis 2 ans. Donc en gros, ça veut dire que tu mets le projet à la poubelle. Tu as un Dietrich Wise qui revient de blessure, même si c'est un profil un petit peu différent. Mais donc en fait, en edge, tu as du monde. Tu as vraiment du monde. Tu peux te permettre d'attendre encore un petit peu pour aller chercher un projet. Je ne vois pas l'intérêt d'aller chercher Joshua Joseph maintenant quand tu as autant de need sur le poste de corner et de safety. Mais bon, passons. Derrière, Kaytron Allen, comme je vous ai dit, moi j'aime bien drafter un running back à toutes les drafts. J'aime beaucoup Kaytron Allen, mais encore une fois, il y a les needs dont je vous parlais. Et puis, j'y ai pas pensé, mais tu as le need de centre que tu rempliras après. Mais donc, tu as toujours ce need de centre au moment où tu piques et Joshua Joseph et Kaytron Allen. Tu décides de passer donc sur les meilleurs centres de la draft et tu te retrouves en fait avec Matt Gulbin. Matt Gulbin, c'est pareil. Tout le monde va vous dire ouais, mais si tu regardes le consensus, il devait partir bien plus haut. Mais encore une fois, il n'est pas parti plus haut. Pourquoi il n'est pas parti plus haut? Parce que d'autres centres sont partis plus haut, parce que d'autres centres ont des qualités
autres que les siennes. Et on se retrouve en fait avec le dernier. C'est un petit peu comme dans la cour de récréation quand vous faisiez les équipes et qu'il ne reste plus qu'un mec que personne voulait, bah vous le récupérez lui. On a récupéré le dernier centre potable en fait de cette draft. On me dit que c'est le staff qui était amoureux de Matt Gulbin. Ben, génial, vous êtes amoureux de lui, tant mieux. Regardez, il était dispo à la fin. Moi, ce que je vois avec Gulbin, c'est qu'il y a des gros soucis de footwork. Techniquement, c'est vraiment pas ouf. J'ai beaucoup de mal à le voir en fait être capable de prendre un poste très rapidement en NFL et de dominer. Donc en fait, ça me convient pas. Ça me convient pas quand au 5e tour, tu avais des mecs bien plus près et NFL ready que tu aurais pu mettre, ou même aller chercher un Connor Lou qui est pas prêt et qui arrive blessé, mais avec des qualités athlétiques qui sont tout autres. Et ensuite, bah alors là, on a la cerise sur le gâteau de merde avec Atan Kaliakmanis. Aucun need, absolument aucun au poste de QB. Bah si, on doit remplacer Sam Hartman. Donc tu niques un pic pour aller te sécuriser un Kaliakmanis. Mais en fait, si Kaliakmanis n'est pas disponible en UDFA, c'est pas grave. C'est une gazmère, Kaliakmanis. Je l'ai vu plusieurs années. Je l'ai vu dans une offense pro-ready à Minnesota. C'est une merde. Là, cette année, il a réussi à être très bon à Rutgers, qui avait un système offensif très spécifique. Et en étant très bon, le mec, je crois, il dépasse pas les 4 milliards et il est à 70% de complétion. Génial. Avant ça, en carrière, il est à 50% de complétion. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? C'est quoi le but? C'est qu'à terme, ils deviennent QB2. Eh, sérieusement, va chercher un mec en UDFA, va te chercher un Sawyer Robertson, ça sera pas pire qu'un Kaliakmanis, en fait. Ou tu avais même le fils de Kurt Warner, quoi. Par exemple, à Kansas City en ce moment, je dis pas que c'était mieux, hein, mais au moins il était UDFA, quoi. C'est pas vieux aussi. Moi, j'aime pas. Non, mais en fait, je comprends pas le délire. Je comprends pas le délire. Et derrière, c'est excusé en disant ouais, mais regarde, l'année dernière, Sam Hartman et Josh Johnson, ils ont dû jouer un moment parce que tes 2 QB étaient blessés. Mais putain, si tu comptes déjà partir dans l'optique de te dire mes 2 QB ils sont blessés, oh, sérieux, les mecs, on a d'autres needs en fait, bordel, dans cette équipe. Donc on repart avec la même room de safety, et on repart avec une room de corner où je suis persuadé que dès la week 3, Akilo Witherspoon sera titulaire. Bon, quand on voit que les corners c'était catastrophique l'année dernière aux Rams et qu'ils ne l'ont pas récupéré, bon écoute, sinon on en fait un starter. Parfait, changeons rien, c'est exceptionnel, donc moi ce sera un C. Non, mais puis pour dire juste dans votre division, tu vas taper George Pickens, CeeDee Lamb 2 fois, tu vas taper Mackay Lemon, Devonta Smith 2 fois, tu vas taper Malik Nabers et Malachi Feed maintenant 2 fois par an. Voilà, bref. Non, bon, mais Joe, il n'y a pas de problème. On va mettre Mike Sainristil à l'extérieur et il va être nul à chier. Et on va encore dire que Mike Sainristil, c'est une merde. Ça me gave. Attends, Nat, il va te relancer un petit coup. Attends, vas-y, Nat. Non, c'est juste une question. Ça en est où le développement de Trey Amos que vous avez drafté l'année dernière? Bah écoute, il fait une saison qui est très prometteuse. Maintenant, en fait, il va être propulsé cornerback 1. Et écoute, bah, il va falloir qu'il apprenne à nager très vite. Très vite, parce que bah, soit il réussit et c'est bien et on a notre cornerback 1, tu vois, et on peut regarder l'avenir plus sereinement. Soit il réussit pas et en fait, bah, bonne chance, parce que tu as vu la division qu'on a. Bah, force frérot, parce que si Trey Amos se blesse ou si Trey Amos ne remplit pas ses fonctions de cornerback 1, comme je te dis, en fait, tu vas te retrouver et ton cornerback 1, ça va soit être Mike Sainristil, soit Kilo Witherspoon. Force à nous, quoi. Force à nous. Force à nous. Qu'est-ce que je veux que je te dise? Force à nous. Ok. Après, la free agency n'est pas terminée. Il y a encore du monde en free agency. Bon, oui, mais bon, là, c'est pareil. Hein. Tu vois qu'un Martin Emerson, tu le laisses partir aux Saints. Hein. Peut-être qu'un jour, Dan Quinn va se réveiller et se dire que partir avec 2 corners qui font 1m70 et un mec qui rentre dans sa saison sophomore, c'est peut-être pas la meilleure des idées, tu vois. Peut-être qu'à un moment, il va se réveiller. Mais bon, on a drafté Atan Kaliakmanis, donc tout va bien. On a notre QB4. Mais bon, le consensus, vous voyez, Joshua Joseph au 2e tour, on l'a eu au tour 5, donc c'est un A pour les Commanders. Et pour le coup, moi, Emerson, je l'ai mangé pendant 3 ans. Ah. Alors, il a pas de hein, mais physiquement, ça reste un cornerback beaucoup plus grand que ce que vous avez, qui joue physique, et en man, c'est le genre de mec que, alors, quand la balle est jouable, il va te la jouer, et c'est un mec qui aime bien taper les gros receveurs. Il a beaucoup défendu sur les Quentin Johnston, Mike Williams, les DK Metcalf, quand il jouait. Et hors sa blessure, il faisait une 2e saison de très très haut niveau. Donc il a fait du bien au Commanders si sa blessure est à 100% remise. Et c'est un mec qui est encore jeune. Et comme je te dis, moi, il nous restait des thunes. Et en free agency, je l'avais target soit lui, soit Cam Taylor-Britt pour remplir ce need.
Écoute, on n'a pris aucun des deux. Bah, écoute, on verra. Hein. On verra. Mais bon, ça va. En UDFA, on a pris un mec de Northwestern. Allez, Nat, vas-y, on conclut. Ouais, c'est juste pour prendre la défense de certains choix, comme Joseph disait, ou même par exemple Gulbin que je connais moins, mais c'est aussi faire confiance au développement, leur faire confiance à tes coachs pour développer des joueurs. Mais Par je leur exemple, fais pour le pas cas de jeu. confiance. Bah oui, mais oui, bah après là c'est un autre problème. Ce que je veux dire, c'est que tu peux leur donner le bénéfice du doute que Gulbin ils peuvent bien le développer et que potentiellement ça peut être un joueur de rotation ou un starter. Ou Potentiellement. Nat, ou hein, je te dis, ou que t'es pas Biadas en fait. Ouais, ou en fait, tu vois. Ouais. Après, moi j'y connais pas grand chose, hein, tu vois. Ou t'aurais pu drafter un des 5 centres qui part avant, par exemple, je sais pas, tu vois. Ou t'aurais pu genre faire une dinguerie et trade down pour récupérer des choix et nous faire une folie comme les Texans qui sont partis chercher du coup le guard de Georgia Tech, mais parce qu'eux ils ont dans l'optique de le faire jouer centre, tu vois. Mais bon, nous on a préféré prendre Matt Gulbin, le mec tu le vois bouger, t'as l'impression qu'il va se casser les deux genoux dès qu'il fait un pas en avant. Mais bon, je vais faire confiance à mes coachs. Hein. Et puis, quand dans 2 ans, ça marchera pas, ou que ça sera un centre mid as fuck, c'est-à-dire pire que Biadas, hein, bah écoute, là, on regardera et on dira « Oh, bizarre !» Non, mais je te crois. Hein, je suis un optimiste dans l'âme, donc c'est pour ça. Donc je crois jusqu'au Ouais, bout. moi, Hein. j'étais comme, tu sais, j'étais comme toi, et puis au bout d'un moment, trop, c'est trop. Tu vois, j'étais optimiste aussi. Hein. Emmanuel Forbes, quand il est pris, je rage, et puis je me dis, ouais, allez, peut-être que. Ben non, tu vois, 2 ans, 3 ans après, c'est toujours de la merde, et on aurait dû prendre Gonzo. Tu vois, Ouais, j'avoue. Jamin Davis, tout le monde était tombé sur moi quand j'ai pété mon câble en live sur un des premiers lives de TTP en me disant oh t'es dur quand même, il a des capacités. Bah regarde Jamin Davis, nul à chier. D'ailleurs il s'est fait cut hier. Bizarre, c'est quand même bizarre cette histoire. Mais bon, on verra. J'espère avoir Allez, tort. on va conclure cet épisode sur la NFC East. On revient vite fait. Les Eagles, donc le consensus du Futures Media, c'est B+, et les réseaux sociaux B+, aussi. Au niveau des Giants, c'est B+, pour le Futures Media, A- pour les réseaux sociaux. Pour les Dallas Cowboys, c'est A- pour le Futures Media, B+, pour les réseaux sociaux. Et les Washington Commanders, c'est C pour nous et C- pour les réseaux sociaux. On va dire ça, les réseaux sociaux et on est plutôt raccord avec eux. Du moins, ils sont plutôt raccord avec nous, du moins sur les notes. Donc, c'est plutôt très bien. Alors, avant toute chose, je remercie donc encore une fois Ryan, Nat, Léo et Loxy d'avoir été là ce soir et aujourd'hui pour débriefer l'épisode de la NFC East. J'ai oublié de le dire sur le premier épisode. N'oubliez pas de nous aussi de nous mettre vos notes, même si l'épisode est passé. N'hésitez pas à nous mettre vos notes dans les commentaires quand l'épisode sera publié. N'hésitez pas aussi à vous abonner FootUS Media, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, Twitch aussi. Voilà, on est présent partout. Donc voilà, le FootUS Media, le nouveau média en France sur le foot américain. C'est maintenant qu'il faut nous suivre. Let's go. Le virage est pris. Et puis encore, merci à tous. On se retrouve très rapidement. Et je vous spoil déjà, ça sera la AFC West et la NFC West, prochain épisode. Donc voilà, messieurs, merci. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée pour ceux qui nous ont écoutés. À la semaine prochaine. Que Dieu vous garde, car moi, j'ai pas le temps. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao.